Ce que nous vivons à l'ère de l'IA n'est pas une transformation technologique de plus, c'est un changement historique pour l'humanité. Alors, ce ne sont pas mes paroles, ce sont celles de Dario Amodei, l'un des fondateurs d'Anthropic, l'entreprise qui est derrière l'IA Claude. Et cette semaine, j'ai pris le temps d'écouter l'interview de Dario et sa sœur Daniela Amodei, donc qui sont les fondateurs avec d'autres associés d'Anthropic, pardon, et ils ont été interviewés par Oprah Winfrey. Je vous recommande vraiment d'aller écouter cette interview qui ne parle pas de technologie, mais qui parle des peurs, des doutes, de la complexité de ce sujet, de la solitude, du courage, du discernement. Donc c'est vraiment tout ce que on peut être amené à ressentir et à vivre lorsque l'on doit prendre des décisions pendant ce moment assez historique pour l'humanité. Je suis Carole Lefebvre, coach système nerveux et fondatrice de la maison Stratégie Somatique. Bienvenue dans ce 4e épisode de la mini-série consacrée au système nerveux à l'ère de l'IA pour les dirigeantes, les dirigeants et leurs entreprises. Donc, on a abordé certains aspects du système nerveux dans les précédents épisodes. Le fait que nos systèmes soient saturés de stress et que cette révolution arrive avec des systèmes saturés de stress est déjà un point pénalisant. Qu'en plus, cette révolution demande à la fois d'avoir le pied appuyé sur l'accélérateur, parce que tout va très vite, et en même temps, on doit tout réinventer. Et ça, c'est un paradoxe parce que physiologiquement, cela amène à des ressources, à allouer les ressources de manière complètement opposée physiologiquement. Et donc, c'est très, très, très complexe de pouvoir vivre les deux en même temps. Ensuite, j'ai évoqué tout ce qui était lié aux résistances, parce que ce n'est pas simplement de se dire que c'est une résistance ou être réfractaire au changement. Il y a une vision sous l'angle physiologique qui est beaucoup plus euh, passionnante que ça et qui est intéressante à intégrer. Donc là, cette interview, j'avais pas prévu de faire un épisode pardon, sur ce sujet-là, mais je l'ai trouvée vraiment passionnante. Parce que ces personnes, elles ont construit cette entreprise très récemment. Et ils l'ont construite avec une mission, avec des valeurs. Et ils font partie de ceux qui construisent cette révolution. Mais ce qu'ils vivent est aussi intéressant pour tous ceux qui doivent l'intégrer dans des modèles économiques qui peuvent être plus ou moins anciens, qui ont pu être construits à partir de piliers, de valeurs, de business models qui font que là, à intégrer, l'enjeu est tout aussi complexe et difficile. Donc, depuis 30 ans, on nous a appris à nous adapter au changement, à l'Internet, le mobile, la data. Donc, à chaque fois, nos systèmes nerveux pouvaient avoir des repères sur ce qui existait auparavant. Il y avait comme des précédents. Et en termes de temps, il y a eu voilà, une possibilité d'intégrer ça, même si ça s'est accéléré. Là, ce qui est spécifique, c'est qu'il n'y a pas de précédent. Donc, il n'y a pas de repère. On est dans une incertitude complète, avec une vitesse. Ça, on l'a déjà abordé. Et donc, pour nos systèmes nerveux, ça peut être une menace. Et c'est normal que ce soit perçu comme une menace. Je vais vous donner une image qui a été utilisée par un des professeurs avec lesquels je me suis formée sur le système nerveux. Vous imaginez que vous êtes dans la savane et que vous voyez une gazelle courir. Et derrière cette gazelle, vous voyez un lion courir. Spontanément, vous allez vous dire, le lion a fait peur à la gazelle. Mais en fait, ça, c'est notre interprétation.
la réalité, c'est que le lion, il a certainement faim. Il a voulu manger cette gazelle qu'il a pu voir et il aurait probablement préféré que la gazelle reste sur place et ne court pas pour ne pas avoir à dépenser de l'énergie pour manger. Ce qui fait que la gazelle s'est mise à courir, c'est son système nerveux. Son système nerveux, il a perçu la menace. Et comme son rôle, c'est d'assurer la survie, eh bien, il a mis en action toute l'énergie pour pouvoir s'enfuir. Et c'est vraiment ça qu'il faut intégrer. En tant qu'humain, bien sûr, on a une partie cérébrale qui s'est développée, mais nos systèmes nerveux, ils sont les mêmes que les animaux, que les mammifères. Et il y a des réponses naturelles une réponse qui s'est construite depuis des millions d'années et qui nous amène à basculer en mode survie. C'est normal. Et quand on bascule en mode survie et que nos ressources sont allouées uniquement à cette survie et à cette sécurité à court terme, eh bien, naturellement, on va reproduire ce qui a déjà fonctionné. Notre système va chercher dans sa base de données de l'historique, qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé, qu'est-ce que je peux reproduire maintenant. Et ça, c'est automatique. Ce n'est pas une question d'intelligence, de manque d'intelligence ou tout autre, mais c'est vraiment le réflexe d'aller chercher dans le passé une réponse. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes nerveux sont saturés de stress. Donc, naturellement, voilà. Et comme c'est très bien évoqué dans cette conférence, aujourd'hui, on voit surtout les effets anxiogènes et négatifs de l'intelligence artificielle. On ne voit pas forcément encore tous les côtés positifs. Et, et c'est ça qui peut aussi amener cette perception de menace automatique, encore une fois. Et donc, naturellement, notre système va allouer d'abord des ressources sur la partie limbique de notre cerveau. Et, et cette partie limbique, elle ne se base que sur le passé. Sauf que le passé n'a pas les réponses aujourd'hui sur comment créer nos structures, nos entreprises, le travail, la chaîne, la création de valeur avec l'IA. Le passé ne contient pas les réponses. Il n'y a pas de réponse. C'est le vide, l'incertitude complète. Et ça crée beaucoup d'anxiété. Ça crée de l'anxiété et c'est normal. Donc même Dario et Daniela, qui sont vraiment des créateurs de l'intelligence artificielle, l'expriment. Euh, et comme ils le disent, leurs décisions d'aujourd'hui, ils n'ont même pas la capacité de savoir tout de suite quelles seront les conséquences à 10, 20, 50 ans. Il n'y a aucun feedback. Et ça, c'est extrêmement complexe pour nos systèmes nerveux qui ont besoin de sécurité. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des peurs qui sont naturelles et, et qui s'amplifient forcément quand on est en mode survie et qui sont présentes chez les dirigeantes et les dirigeants. Et je pense qu'elles méritent d'être nommées. Dans ce contexte, c'est valable dans tous les contextes, mais dans ce contexte, il y a certainement cette peur de l'échec qui est présente. Même Dario la nomme clairement. Voilà, ça l'empêche de dormir la nuit. Et pourtant, on pourrait se dire aussi que dans l'approche éducative anglo-saxonne, en tout cas, c'est peut-être ma perception, il y a peut-être plus de valorisation de l'échec. En tout cas, c'est beaucoup plus pris en considération comme étant un apprentissage. Dans notre culture, en France, dans notre modèle éducatif, on a davantage, je ne dis pas que, mais on a davantage appris à pointer du doigt les erreurs. Et dans ce cas, c'est difficile de vivre des échecs parce qu'il peut y avoir un sentiment de honte, de culpabilité,
Voilà, et on peut se sentir vraiment jugé, rejeté. Donc, c'est important de le prendre en considération parce qu'à l'heure où on vit une transformation extrêmement conséquente et dans une incertitude extrême, eh bien, ça nécessite d'avoir une capacité à tenir dans ce contexte et à, à accepter de faire des erreurs, à accepter que ça ne signifie pas que ça ne signifie pas que nous avons mal fait notre travail. Ça signifie que on a fait à partir des informations dont on disposait. Et, et ça nécessite aussi de vraiment s'appuyer sur des piliers, sur des valeurs fortes pour garantir que nos décisions, elles sont prises pour des bonnes raisons. Et c'est ça qui est aussi extrêmement complexe. C'est très bien évoqué dans cette interview. Ils ont des valeurs fortes et c'est ça qui leur a permis de poser des limites, de faire des choix, même en termes de business model, qui sont pas forcément les choix les plus lucratifs, mais qui sont basés sur des valeurs et des piliers forts. Donc voilà, c'est peut-être plus simple pour une entreprise qui est récente, qui s'est construite avec une mission claire autour de l'IA, mais quand on a une entreprise qui s'est créée avec d'autres perspectives business, de croissance financière, eh bien, intégrer l'intelligence artificielle et cette révolution dans des modèles beaucoup plus anciens, avec des piliers qui peuvent être extrêmement challengés, ça amène à avoir naturellement plus de complexité et donc plus de risques d'erreur. Et c'est là où une capacité à être en sécurité avec nos erreurs et à pouvoir prendre des décisions les plus justes pour soi, les plus euh, en phase avec nos valeurs et, et ce que l'on souhaite pour la société au sens large, eh bien, c'est extrêmement important. Et ça part de notre capacité physiologique avant tout. Il y a une autre peur qui peut être extrêmement influente, la peur du jugement. La peur du jugement par les équipes. Ça, c'est quelque chose que les dirigeants et dirigeantes peuvent vivre très régulièrement. Mais dans ce contexte où justement on vient challenger de manière encore plus conséquente, eh bien, il va peut-être y avoir des jugements de la part des pairs, de la part des conseils d'administration, des actionnaires. Et, et ça, cette peur, elle peut vraiment nous pousser vers des décisions basées sur le passé pour trouver de la sécurité. Et ils évoquent dans l'interview le sujet de l'ego. Pour moi, c'est au-delà de l'ego. C'est de la protection. C'est vraiment se protéger pour assurer une image, pour assurer une appartenance, pour assurer cette sécurité. Et c'est normal, c'est viscéral, encore une fois, c'est physiologique de tout faire pour ne pas être critiqué. Il y a un passage vraiment intéressant pour ça. Il y a Dario qui explique qu'il a un espace sur Slack d'échange avec ses équipes et une des personnes qui travaillent dans ces équipes a répondu, mais en individuel, et lui a exprimé le fait que la manière dont il s'était exprimé auprès des équipes, c'était pas forcément la bonne manière. Et il le dit clairement. Et je veux vraiment que vous entendiez ces mots. Je me suis sentie attaquée. Je me suis sentie attaquée. Nos mots reflètent exactement la réponse du système nerveux. Le système, il a perçu un jugement comme une menace, une attaque. C'est physiologique et c'est automatique. Et il l'exprime très bien. Sa première réaction, ça a été de l'agacement.
comment on ose me dire ça? Et c'est pas ça le problème. C'est pas d'avoir réagi, c'est pas d'avoir été agacé. C'est normal d'être énervé par un jugement. On est des humains. Mais le problème, c'est quand cette réaction, elle vient piloter les décisions qui suivent. C'est quand cette réaction, elle, voilà, elle crée euh, vraiment toute la suite de l'histoire. Et, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il a exprimé, il a pris du recul, ou je ne sais plus comment il l'a dit, mais pas forcément comme ça, mais en tout cas, il a eu cette capacité à prendre, à, à voir la situation avec une perspective plus large. Et finalement, il a considéré que c'était une bonne chose, que c'était un bon signe que le collaborateur, la personne de son équipe, se soit autorisé, se soit senti suffisamment en sécurité pour exprimer ce qui lui semblait juste à son dirigeant. Et en fait, il a considéré que c'était une bonne chose. Et c'est vraiment ça le changement de pilotage. C'est avoir cette capacité à ne plus rester dans la réponse de survie, qui est l'attaque ou la fuite, mais bien à retrouver sa stabilité, sa sécurité intérieure, sa capacité à voir les choses de manière beaucoup plus large et non plus comme une menace, mais peut-être comme une opportunité. Ça nécessite une fondation solide dans son système nerveux pour avoir la capacité de choisir depuis quel espace on souhaite regarder la situation. Et ce passage, je le trouve vraiment intéressant parce il appelle en fait cette notion de sécurité psychologique. Je vous laisserai faire vos propres recherches sur la sécurité psychologique, mais c'est un concept qui a été publié par Amy Edmondson à Harvard et qui a été surtout popularisé par Google avec le projet Aristote. Et en fait, ce concept, c'est d'identifier que le premier facteur de performance d'une équipe, c'est effectivement cette sécurité psychologique qui amène la liberté à s'exprimer, d'admettre ses erreurs, de ne pas craindre le jugement. Donc, c'est vraiment quelque chose où il y a eu des évaluations financières de cette sécurité psychologique et j'ai pu suivre une conférence du cabinet McKinsey euh, d'il y a quelques mois qui exprimait que c'était un fondamental à l'ère de l'IA. Et bien sûr, je suis totalement en phase avec ça et je vous laisserai vraiment vous renseigner. Je pense que c'est très intéressant. Mais la sécurité psychologique, elle ne peut pas s'arrêter qu'à un niveau cognitif. Vous l'avez compris. C'est pas parce que vous vous dites arrête de penser à ce sujet ou déstresse pour ça ou lâche prise par rapport à cette situation. Est-ce que ça fonctionne? Non. Votre système nerveux, il ne fonctionne pas à partir des mots. Il fonctionne à partir du ressenti. C'est vraiment, en anglais, ce qui est dit, c'est feel, don't tell. On n'a pas à parler pour prouver. Il ne se laisse pas convaincre de cette manière-là, le système nerveux. Il a besoin de ressentir. Et c'est exactement ce que Dario a cette capacité de pouvoir transmettre à son équipe une fois qu'il a vraiment perçu la situation comme une opportunité, comme quelque chose de positif, bien sûr, naturellement, à travers ses mots, à travers le ton de sa voix, à travers sa manière de se positionner par rapport à ses équipes, en fait, ils vont naturellement se sentir en sécurité. Ça va être viscéral. C'est pas parce que quelqu'un lui a dit non, il ne faut pas que tu réagisses ou il faut que tu vois les choses positivement. Parce que ça, le système nerveux ne se laisse pas berner par, euh, par du fake. Mais c'est parce que lui s'est senti viscéralement en sécurité avec ce feedback de son équipe que l'équipe se sent en sécurité. Et c'est ça qui permet effectivement une vraie sécurité psychologique. Et c'est ça qui permet à ce que chacun
puisse avoir ses meilleures ressources pour pouvoir co-construire ensemble l'avenir de vos entreprises dans ce contexte d'incertitude. Donc, il y a un moment aussi dans cette interview, ça va être aussi pour terminer, où il y a des choix qui demandent beaucoup de courage. Alors, eux, ça a été le cas par rapport au garde-fou de Claude qu'ils ont refusé de retirer quand le Pentagone leur a demandé. Et là, ils font aussi des actions pour qu'il y ait un cadre réglementaire beaucoup plus clair, beaucoup plus solide et co-construit avec les différentes parties prenantes. Et il faut être capable de tenir. Parce que même si leur choix est fait à partir de piliers, de valeurs, eh bien, euh, voilà, il y a le risque aussi que l'entreprise s'arrête. Il y a des enjeux, eux aussi, ils ont des enjeux, et c'est ça qui est, qui est vraiment challengeant pour des dirigeants de pouvoir vraiment s'engager dans une voie et d'avoir cette capacité à le faire à partir de ses meilleures ressources soi-même et d'avoir cette capacité à co-construire avec les personnes qui sont autour de nous. Parce que cette révolution, elle ne va pas se construire seule dans son coin. Un dirigeant, une dirigeante ne va pas pouvoir construire la transformation de son entreprise à l'ère de l'IA seule. Et c'est un dialogue de parties prenantes. J'ai travaillé sur ce sujet-là lorsque j'étais dans l'univers corporate sous l'angle du développement durable. Et là, mais c'est à une ampleur encore plus large. Et je sais à quel point chacun peut avoir ses enjeux, chacun peut avoir ses points de vue, chacun va avoir ses résistances euh, et ses besoins de protection. Et c'est pour ça que d'être la personne qui, dans la salle, a cette capacité à être stable, à être solide, à pouvoir dialoguer, à pouvoir avoir le courage d'exprimer des points de vue qui peuvent déranger, qui peuvent gêner, mais plus son système nerveux est stable, à cette fondation solide, et plus ça permet de créer un dialogue autour de soi pour que les choix aillent dans la meilleure direction. Comme ils l'ont exprimé, ces fondateurs de la société anthropique, l'IA peut très bien aller vers le pire comme le meilleur. Donc c'est une responsabilité aussi. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun, de pouvoir intégrer ce copilote, ce partenaire qui est le système nerveux, et non pas le laisser piloter en mode automatique et vous être finalement un passager de vos choix, de vos décisions et de vous laisser embarquer par son système qui est extrêmement puissant. Mais par contre, même quand, grâce à cette puissance, il nous aide à survivre, mais même s'il est puissant, on peut copiloter avec lui, on peut travailler avec lui et c'est beaucoup plus naturel que ce que l'on imagine. En tout cas, ça permet de diriger d'une manière différente. Et aujourd'hui, c'est incontournable, c'est stratégique et c'est bon pour soi, c'est bon pour ses équipes et ça va être bon pour toutes les décisions qui vont être prises pour tous ceux qui sont autour de soi. Donc, dans le dernier épisode, nous aborderons concrètement comment travailler avec ce système nerveux, à quoi ça ressemble, d'avoir cette fondation et de ne plus dépendre des circonstances, tout en vivant ces circonstances. On ne reste pas stoïque par rapport à tout ce qui se passe. C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal de se sentir seul, de se sentir perdu, peut-être face à cet inconnu aussi important, mais il existe aussi une ressource à l'intérieur de nous que chaque dirigeante, chaque dirigeant peut utiliser
et qui permet justement d'être encore plus en lien et de pouvoir encore mieux co-construire et du coup de prendre des décisions de manière encore plus solide et avec encore plus de confiance. À très bientôt.